Bonjour et bienvenue sur Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Chaque semaine, nos experts décryptent pour vous l'actualité des exclusivités de plateformes, films, séries, documentaires, télé-réalité, sport, animé ou stand-up, rien n'est laissé de côté. Aujourd'hui, pour nous accompagner, je retrouve, et comme chaque semaine, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur de Originals, notre encyclopédie Larousse du cinéma, mais je dirais même plus notre petite reine du Caucase. Ah, c'est très bien. Salut Romain. Bonjour Gauthier, et nous ne serons que tous les deux aujourd'hui car on enregistre une émission spéciale, une émission bilan de l'année où on s'est mis en tête de vous sélectionner les principales créations originales de 2024, les immanquables quoi, et pourquoi pas des produits, des films, des séries à rattraper au coin du feu pendant les fêtes. Tout à fait, puis on va parler de nos temps les plus forts à nous, c'est-à-dire les choses qu'on a préféré regarder cette année. Et on va, comme toujours, sauter de plateforme en plateforme, bien entendu. Et alors ce balayage, ce qu'on vous propose, ce sera d'abord un balayage rapide des films et séries qu'on vous a déjà recommandés dans Originals. On fera ensuite on a fait une sélection des immanquables de l'année qu'on n'a pas pu aborder, puisque nous on a commencé ça il y a un peu moins d'une dizaine de numéros. Et voilà, donc comme l'actualité ne s'arrête pas pendant cette période de fête, on fera quand même l'agenda à la fin, avec une sélection des sorties marquantes de la dernière semaine de 2024 et de la première semaine de 2025. Vous écoutez Originals, l'émission 100% plateforme, disponible sur toutes vos plateformes de podcast, saison 1, épisode 8. Dans les épisodes précédents, c'est notre rubrique Déjà Vu. Ouais. Donc nous sommes déjà à la 8e édition de Originals et on a forcément déjà parlé de certains films et de certaines séries notamment. Et dans cette sélection, on a de vrais coups de cœur qui, pour nous, méritent votre attention. Et ça a commencé dès l'épisode 1 où on avait parlé de Culte, qui est sorti le 18 octobre, on le rappelle, 18 octobre, donc ce Culte qui revient sur l'impact de Love Story et de la télé-réalité en France. C'est ça, c'est une série qui s'applique à filmer les coulisses de Love Story, c'est-à-dire que c'est pas du tout le but de recréer Love Story et de revoir les épisodes de Love Story, ça c'est passé, mais c'est de filmer ce qui s'est passé en coulisses, comment on a réussi à imposer la télé-réalité en France et comment cet événement de Love Story a changé tout le paysage télévisuel français en 2001. Alors je rappelle, c'était diffusé sur Prime Video et nous on en avait parlé avec notre premier invité, notre parrain de l'émission, Jules, qui est expert pop culture sur le Move. Tout à fait. On avait parlé aussi un petit peu plus tard, rappelle-toi, avec notre ami Lloyd Cherry, rédacteur en chef adjoint sur Métal Hurlant notamment, et créateur du podcast C'est plus que de la science-fiction, d'un film sur Netflix qui s'appelle The Greatest Night in Pop. C'était dans le 3e épisode numéro. Ouais. The Greatest Night in Pop, pour le décrire vite fait, c'est la nuit du mois de janvier 85, il me semble, 1985, où on a réussi à réunir toutes les plus grandes pop stars américaines dans le même studio pour enregistrer une chanson qui s'appelle We Are the World. C'est un documentaire là-dessus. Et en quelques minutes, on voit débarquer dans le même studio aussi bien Michael Jackson que Stevie Wonder, que Ray Charles, que Cyndi Lauper, que tout le monde. Et voilà, logistiquement parlant, comment est-ce qu'on a réussi ce miracle ? C'est ce que raconte ce film, ce documentaire qui est charmant et qui nous en apprend beaucoup. Tout le monde, il est là. Tout le monde, il est là. C'est un peu ça, le résumé. Non, c'est moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est la qualité et la quantité d'images, d'archives, de making-of qui étaient restées totalement inconnues. Et donc de revoir tous ces personnages, pour certains qui sont décédés aujourd'hui ou très vieillissants, en pleine fleur de l'âge, échanger, déconner, raconter leur histoire, se confronter, les égos qui se confrontent, et comment Quincy Jones, producteur et conducteur même de la nuit, gère tout ça. C'est quand même assez admirable à observer. Il y a ça, il y a aussi un suspense qui est formidable, puisque c'est un contre-la-montre, ce film, ni plus ni moins. On a loué le studio pour une nuit. Et au bout de la nuit, il faut qu'on ait une chanson. Donc il y a un suspense comme ça sur va-t-on y arriver ? Est-ce qu'on a encore suffisamment de temps pour mettre ça en boîte ?
Dans nos recommandations qu'on avait déjà pu aborder, rappelle-toi, dans l'édition numéro 5, avec Emmanuel Spadasanta, on avait parlé, dans Cinématiseur, on avait parlé de Becoming Karl Lagerfeld sur Disney+. Et c'est un coup de cœur commun, je crois qu'on peut le dire. Donc la série qui retrace l'univers... L'arrivée au pouvoir, au grand pouvoir de Karl Lagerfeld, comment il s'impose comme un des plus grands couturiers, comment lui il va prendre à bras-le-corps le monde du prêt-à-porter quand ses rivaux sont plutôt sur la haute couture, comment Karl Lagerfeld, alors qu'il n'était pas du tout un jeune loup, c'était même tout le contraire de ça, c'est quelqu'un qui était déjà bien installé dans le milieu de la mode, a réussi à s'imposer et à devenir cette grande figure médiatique. Et voilà, ça gravite autour du triangle amoureux avec Jacques Debacher et Yves Saint-Laurent. Il y a du Pierre Berger en fond, il y a énormément comme ça de personnalités de l'époque qui intègrent le récit, bien évidemment. Et c'est tout ce Paris des années 70 jusqu'à début 80 qui passe à la moulinette de l'écriture. Et moi, je trouve ça fascinant, et notamment l'interprétation de Daniel Brühl, dans le premier rôle. Dans le premier rôle. Incroyable. Qui arrive, moi, ce qui m'avait marqué, je l'avais dit dans l'épisode, mais faire cette capacité à faire de la tristesse maîtrisée et enfouie et retenue, c'est ultra émouvant. Et puis tout simplement de parler français, lui qui est germanophone, et parler français comme le parlait Karl Lagerfeld, sacré numéro d'acteur, jeu de pouvoir et de séduction dans le milieu de la haute couture française dans les années 70. Voilà. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, on peut aussi parler de In Vogue The 90s, qui est aussi disponible sur Disney+, et qui revient sur les grands moments, donc à travers la vision de Vogue, de l'évolution des tendances de la mode. Et encore une fois, ces deux propositions s'adressent même à ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. C'est aussi se replonger avec un peu de nostalgie sur ces époques. Tout à fait. L'épisode 7 qu'on avait fait la semaine dernière avec Nanix, lui a été notamment dédié à Arcane. Arcane, cette série qui adapte le jeu vidéo League of Legends. Véritable phénomène cette année auprès des jeunes adultes, on peut le dire. Donc ça, c'est sur Netflix, on est à la saison 2 et c'est terminé, il n'y aura pas de saison 3. Il y aura d'autres produits qui adapteront l'univers de League of Legends peut-être à terme, mais en tout cas pour l'instant c'est terminé. Donc c'est 2 fois 9 épisodes d'une trentaine de minutes à peu près. C'est un de mes coups de cœur de l'année, je le conseille plus que de raison peut-être, mais ça m'a ému quasiment aux larmes plusieurs fois. Donc c'est une série d'animation, on l'a peut-être pas précisé. Voilà, on vous renvoie à notre épisode, on avait vraiment creusé le truc dans l'épisode précédent. Avec Alex Zulac, bien sûr. Et comme je le disais la semaine dernière, moi, malheureusement, si on me dit c'est un dessin animé dans un univers imaginaire et c'est inspiré d'un jeu vidéo que je ne connais pas, mon cerveau crache et je n'arrive pas à m'y mettre. Donc, ne vous sentez pas coupable si vous êtes comme moi, si vous avez loupé le phénomène, tout simplement. Je rappelle que tous les épisodes de Original sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast et je vous propose de laisser maintenant ces déjà vus de qualité pour de l'inédit avec une sélection des immanquables de l'année qui méritent un coup d'œil. C'est notre top 2024 et j'ai envie de parler de une autre série qui adapte un jeu vidéo. C'est Fallout qui était sorti en avril dernier sur Prime Video, c'est 8 épisodes. Alors Fallout, c'est un peu particulier parce que là on n'est pas sur de l'animation, on est sur une vraie série filmée avec des acteurs et des actrices. D'ailleurs, parmi les acteurs, évidemment Ella Purnell qui a le rôle titre, Walton Goggins aussi, mais aussi Kyle MacLachlan, le grand Kyle MacLachlan. Alors, elle n'a pas le rôle titre, elle a le premier rôle parce qu'elle s'appelle pas Fallout. Oui, non, pardon, mais et il y a Kyle MacLachlan. Là, tu m'as eu. Là, c'est bon, j'embarque parce que Kyle MacLachlan était le héros de la série Twin Peaks, qui est ma série préférée. D'ailleurs, c'est bête qu'on n'ait pas l'image puisque j'ai un magnifique pull de Noël Twin Peaks sur moi. Et d'ailleurs, c'est pas la seule référence qu'il va y avoir à Twin Peaks dans Fallout. Il y a plein de petits clins d'œil. Et alors de quoi ça parle très rapidement, c'est compliqué. C'est chargé, hein. Ouais. C'est chargé. Je vais essayer de vous le faire de manière très simple. Imaginez la guerre froide à l'époque, et il y a eu
Bah, ça n'a pas resté froid. Voilà, ça a pété. Ça a pété et du coup tout le monde le monde a été irradié entre les Russes et les Américains. Ça se passe du côté américain et les plus riches se sont réfugiés dans des bunkers et Sous terre, et c'est un monde post-apocalyptique où tout ce qu'il y a à l'extérieur de ces bunkers, c'est un monde très dangereux dans lequel a priori, on ne peut pas survivre. Donc il y a une esthétique très années 50 avec des chansons presque de Bing Crosby et toute cette iconographie très rétro-futuriste. Et à côté de ça, des pistolets laser et des armures, voilà. Donc le pari, c'est que ça adapte l'univers du jeu vidéo Fallout, mais pas du tout un scénario précis d'un jeu. Non. C'est une création, mine de rien, et c'est une création qu'on doit à Jonathan Nolan et Lisa Joy, mine de rien. Oui, on va dire, pour schématiser, que les heureux riches survivants peuplent les bunkers et vivent dans l'ignorance du danger du monde, jusqu'au jour où l'un d'entre eux va être capturé par des gens qui sont dans ce monde dangereux, qui vivent comme qui survivent, voilà, comme des sauvages dans le monde dangereux. Et donc, ça va forcer la fille de la personne qui s'est fait capturer à elle-même se confronter au danger du monde, à sortir du bunker et à aller chercher son papa. Donc voilà, elle découvre en gros ce qui est cette fois, c'est le monde d'en haut. Le rapport habituel et inversé. C'est le monde d'en haut qui est le monde pauvre et terrible. Et elle le découvre avec son regard de petite privilégiée qui a toujours été protégée dans son bunker. Donc, vous voyez bien que derrière cette proposition se cache un mélange des genres, puisqu'on a du post-apocalyptique, on a du western, on a de la science-fiction, on a un peu de rétrofuturisme, comme tu le disais, et surtout, moi, ce qui m'a embarqué dans cette série, plus encore que son scénario ou que son installation, c'est les moyens qui ont été déployés pour la produire. C'est magnifique à regarder, il y a des monstres incroyable, il y a des personnages incroyables, il y a des zombies incroyables, c'est vachement beau à voir et j'étais même surpris par la qualité de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui graphiquement. Et puis il y a un vrai discours aussi derrière, d'un côté avec les fanatiques d'une faction, il y a aussi les cyniques pleins de fric, il y a une vraie critique de la société américaine, quelque part. Il y a une critique de la société américaine et il ne faut pas oublier de dire qu'il y a énormément d'humour dans cette série. C'est vrai, c'est une série humoristique. Voilà, c'est une série très drôle et c'est très drôle... comment on dit piquant. Oui, voilà, c'est très drôle, mordant, gore, quoi. Parfois, on rit de trop d'éclaboussures de sang, trop un côté too much du monde post-apocalyptique. Et puis, on rit aussi, forcément, de cette héroïne qui est totalement désemparée devant la violence du vrai monde, quoi. Mais qui n'est pas pleine de ressources pour... Enfin, elle n'est pas démunie. Elle n'est pas démunie. Oui. C'est-à-dire elle est candide, mais... Oui, épisode après épisode, elle devient une sorte de... Pas de super-héroïne, mais elle se forge. Une survivante. Voilà. Changement d'ambiance avec, sur Netflix, sorti en janvier dernier, Le Cercle des Neiges. Un film de 2h17, donc il y a un film qui a fait sensation en 2024, notamment parce qu'il raconte cette histoire en 72 d'un crash dans les Andes où un groupe de survivants lutte pour sa vie dans des conditions extrêmes. C'est une équipe de rugby uruguayenne, qui s'est donc retrouvée crashée dans les Landes, et les survivants de ce crash, ils ont assez peu d'espoir de survivre puisqu'il n'y a rien, il n'y a que de la neige, il faut lutter contre le froid, ce qui est déjà pas une mince affaire, et puis ils n'ont rien à bouffer, surtout. Et la question qui va être terrible, c'est de se demander si les cadavres des petits copains, finalement, on pourrait pas se permettre de les réutiliser comme ça. Ce qui lève le tabou horrible du cannibalisme, surtout sur des gens qu'on aime bien, qui étaient assis à côté de nous, qui faisaient partie de nos familles. Oui, on connaît, c'est pas le rite tribaux où on mange l'adversaire pour en récupérer l'essence. Ils ont même pas pouvoir. l'excuse de se dire je vais le bouffer, je m'en fous, je le connais pas. Ils se disent là c'est manger la sœur, manger mon copain. J'ai fait Thanksgiving avec ce monsieur. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est une histoire vraie absolument terrible.
On le sait, hein, c'est pas un spoiler, on le sait qu'ils ont fini par céder au cannibalisme. Et mine de rien, c'est ça qui leur a sauvé la vie aussi. Donc, le film est un film de Juan Antonio Bayona, qui est un réalisateur très compétent. On lui doit notamment un des Jurassic World, Fallen Kingdom, il me semble. Qui n'est pas le meilleur épisode, mais en tout cas, visuellement, il s'est posé une caméra. Ouais, moi je l'avais trouvé très beau cet épisode. Il est beau. Ouais. À défaut d'autre chose. Ah bon, on peut lui trouver des défauts, mais en tout cas dans ce qui n'était pas du Jurassic Park, mais du Jurassic World, j'ai trouvé que c'était le meilleur des trois qu'on nous a proposé, moi. Donc c'est un réalisateur très compétent. Et il raconte cette histoire avec beaucoup d'empathie. Notamment, il a un certain savoir-faire pour un petit peu prendre de la distance morale avec cette question du cannibalisme et montrer plutôt comment cette petite société de survivants s'organise et que chacun trouve son rôle. Lui, c'est celui qui découpe, qui découpe sans que les autres voient, etc. Lui, c'est celui qui distribue, lui, c'est celui qui part à la recherche pour voir s'il peut pas trouver peut-être d'autres avions, faire signe, etc. Donc c'est assez beau de voir ça. Il y a quand même un twist dans le film que je vous dévoilerai pas. Au centre du film, on comprend que la narration qu'on croyait être une certaine chose devient autre chose. En tout cas, c'est un film très beau qui a été nommé en début 2024 dans beaucoup de catégories, aux Oscars, aux Golden Globes, tout ça, et qui n'a rien eu, malheureusement. C'est un des grands oubliés. Et je trouve ça dommage. C'est vraiment, moi, un des films de plateforme qui m'a le plus ému cette année. Ouais. Alors, la proposition d'après est un coup de cœur commun. Puisqu'en avril, sur Apple TV+, est sortie la série Sugar. Ah, putain, on peut enfin parler de Sugar, génial. 10 épisodes pour une série hommage, j'ai envie de dire, à Colin Farrell, qui est magnifique dans chaque plan. Qui est trop beau. Et c'est notamment réalisé, beaucoup d'épisodes sont réalisés par Fernando Meireles. La Cité de Dieu, c'est lui. Ouais, oui. C'est ça. Oui. Et voilà, le showrunner, c'est Mark Protosevich. Mais de quoi ça parle, ce Sugar, qui est une sorte de film, de série, néo-noir? Oui, je le rappelle, parce que je sais plus quand on en avait parlé du néo-noir, mais je refais un bref point sur le néo-noir. Le film noir, on voit ce que c'est, dans les années 30, 40, 50, c'est ces films de détectives ou d'inspecteurs qui sont toujours en impair, à Hollywood en général, ou à Los Angeles du moins. Sous la pluie ou dans la nuit, et puis ils cherchent toujours un personnage qui a été kidnappé, souvent une jeune actrice qui a commencé à flirter avec le monde de la pornographie, et puis avec des voix off. Il y a des voix off, et petit à petit le détective tombe sur une femme fatale, puis sur un politicien véreux, un producteur de films qui est pas si franc du collier que ça, etc. Et il y a plein de ramifications d'histoires comme ça. Le scénario est d'habitude, c'est la signature du film noir. Le scénario est toujours incompréhensible parce qu'on rencontre trop de personnages et on sait plus, au bout d'un moment, on n'arrive plus à savoir qui est qui fait quoi, qui a un rapport avec qui et tout. Et au final, le personnage du détective en sort normalement victorieux, en tout cas dans le film noir classique. Le truc, c'est que cette ambiance, cette atmosphère, elle est très propre aux années 40 quand même, et que le monde évolue, et que quand on se retrouve dans les années 60, 70, 80, 90, le monde a trop changé et on ne peut plus faire du film noir au premier degré, c'est plus crédible. Donc quand on veut refaire du film noir, reconvoquer ce genre, on fait ce qu'on appelle maintenant du néo-noir. On reprend les mêmes ficelles et on peut le mettre soit dans le monde des années 40, c'est le cas pour Chinatown de Polanski par exemple, soit on le met dans un univers futuriste, c'est le cas de Blade Runner de Ridley Scott. Donc voilà, depuis les années 60, en gros, dès qu'on refait du film noir à l'ancienne, on appelle ça du néo-noir. Je vous explique tout ça, évidemment, parce que c'est le programme de Sugar, c'est même la quintessence du néo-noir, puisque Colin Farrell incarne un détective, un inspecteur. Il est détective privé. Hein. Il est détective privé. Et il est détective privé à Los Angeles, comme dans les bons vieux films noirs, sauf que tout ça se passe aujourd'hui. Et de la même manière, il va être employé par un producteur de films
dont la petite fille a été kidnappée et il va devoir la retrouver. Donc vous entendez que c'est exactement le même programme qu'un film noir, sauf que ça se passe aujourd'hui. Et ce que j'adore, c'est qu'on va vite découvrir avec ce personnage de Colin Farrell qu'il a plein de petites bizarreries à lui. Déjà, il est beaucoup trop beau, on l'a dit, mais en plus, il est beaucoup trop compétent. Et quand on le fait boire trop, par exemple, il est jamais bourré. Il veut pas se battre, c'est un grand pacifiste, mais s'il est obligé de se battre, il gagne tout le temps. Et il y a plein de petits mystères comme ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est lui qui le dit ? Oui, on sait pas, mais il y a, en tout cas, très vite, au fil des épisodes, on se dit assez rapidement, il est curieux quand même, il est trop parfait ce gars, il parle plein de langues, il parle toutes les langues du monde et tout, il a la plus belle bagnole de tout Los Angeles, il fume les meilleurs cigares, il a les meilleurs flingues, et d'ailleurs c'est un cinéphile fou, c'est pas seulement ça, il est pas seulement détective compétent, il est aussi super méga cinéphile, et dès qu'il a 2 secondes, il regarde un vieux film noir, donc il y a plein de clins d'œil au vrai film noir aussi. C'est vraiment un bonbon pour cinéphiles comme nous, cette série. Et quand tu dis il y a des clins d'œil, ça va même dans le montage même, c'est-à-dire qu'il se trouve devant une situation et si elle lui rappelle un autre film qu'il a vu, un film classique, paf, il y a un insert avec un plan de Burt Lancaster en noir et blanc. Exactement, ouais. Qui est en train de rouler des mécaniques et ou du Humphrey Bogart, etc. C'est ça. Alors, ça donne une atmosphère, et puis, pour les cinéphiles, ça donne un petit côté, t'as la ref, t'as pas la ref, donc c'est presque un petit magazine Panini, on collerait des images pour cinéphiles, quoi, pour amoureux du film noir. Et il n'y a pas que ça, hein. Il faut aussi dire que c'est une série, il me semble qu'il n'y a que 6 épisodes. Tu sais combien il y a d'épisodes ? J'avais noté 10, mais... c'est peut-être... Oui, c'est... Non, 6, c'est un épisode particulièrement important. Ah oui, d'accord. Ça m'a paru passer tellement vite, c'est surtout qu'il y a des épisodes qui sont courts. Il y a des épisodes qui durent que 30 minutes, donc on a vraiment le sentiment d'avancer là-dedans hyper rapidement. Moi, la série s'est terminée, j'ai voulu la reprendre au premier épisode tout de suite. Et puis, c'est beau, c'est plastiquement incroyablement beau à regarder. Il y a, on dirait les tableaux de Hockney, des trucs comme ça. C'est ça, ouais. Et il y a un épisode qui se termine dans une piscine avec l'intro de Daft Punk. Je sais pas pourquoi, mais c'est une image que je ne peux pas oublier. C'est magnifique. Faut se laisser séduire par ça absolument, parce que pour moi, alors je ne sais pas si pour toi c'est la même, mais pour moi c'est la série de l'année. J'ai rien vu de mieux que Sugar cette année. Ouais. Ça fait partie vraiment de mes coups de cœur absolus, et je suis très content et à la fois pas très content, mais en tout cas la série a eu tellement de succès que c'était pas prévu, mais il y aura une saison 2, elle est officielle. Ah, ça c'est génial. Voilà, ça a été officialisé il y a pas très longtemps, elle a été renouvelée pour une saison 2 grâce à l'accueil critique et du public. D'accord, ça c'est génial. On l'a dit dans un épisode précédent, je fais partie d'un jury au syndicat de la critique qui se charge maintenant de remettre des prix aux films et aux séries de plateforme. Et cette série, je l'ai découverte parce que je me suis réuni avec mes co-jurés et que je leur ai dit en début d'année, ouais, il y a rien qui m'a transcendé pour le moment côté série, qu'est-ce que vous me recommandez ? Et il y a un de mes co-jurés qui m'a dit, bah t'as pas vu Sugar ? T'es con quoi ? Enfin c'est une évidence. Et donc je me suis dit, je suis rentré un petit peu coupable, comme si on m'avait pris pour un abruti en me disant bon d'accord, faut que je regarde Sugar. C'est une évidence, c'est incroyable et je suis très content d'apprendre que cette saison 2 nous arrive. C'est à découvrir sur Apple TV+, si jamais vous voulez suivre notre recommandation et notre coup de cœur. Sur celle qui suit Gauthier, c'est sur Netflix, mais je me suis noté sur le déroulé de l'émission que j'ai sous les yeux, Let the Gauthier Magic Play. Puisqu'on ne va pas parler, on va parler télé-réalité, mais pas de Frenchy Shore, par exemple, puisqu'on est sur Netflix, on va parler de Barbecue Showdown. Oui, alors je me suis permis un petit plaisir coupable pendant les vacances. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Parce que je n'ai jamais regardé de télé-réalité de ma vie. Si j'ai peut-être regardé le Loft un peu au début. Le Loft, je l'ai vu par bribes parce que c'était tellement un phénomène qu'on pouvait pas ignorer le Loft. Donc on suivait même malgré soi hein, le Loft. Même si t'étais pas derrière ta télé, t'avais tous tes copains qui te disaient qui s'est fait dégager et tout ça. Donc le Loft, je voyais juste la gueule que ça avait, mais je pouvais pas suivre ça. J'ai peut-être vu une saison avec ma femme de Top Chef il y a très longtemps, mais je me fais pas vraiment une idée claire de ce qu'est la télé-réalité. Et quand j'ai vu passer sur Netflix qu'il y avait une nouvelle saison
d'un truc qui s'appelle Barbecue Showdown, dans laquelle des Amerlocs passent beaucoup de temps à faire cuire des morceaux de barbac beaucoup trop gros. Je me suis dit, là... Beaucoup trop longtemps, peut-être. Ouais, beaucoup trop longtemps. Je me suis dit, là, ça me tente un petit peu. Donc, j'ai fait la saison 3. J'ai regardé la saison 3 parce qu'elle venait de sortir. Je n'ai pas pris la précaution de rattraper la 1 et la 2. Je me suis jeté tout de suite à l'eau et je me suis dit, allez, go, saison 3. Et là, je dois dire que ce que j'ai vu était tellement génial que je me suis dit, allez, on va faire la saison 2. Et dans la foulée, allez, on va faire la saison 1. Alors, t'as tout fait dans le désordre. T'as même pas... J'ai tout fait dans le désordre. Ok. Non, j'ai tout fait dans le désordre. Donc vous avez des candidats, vous avez une dizaine de candidats au début qui se prétendent tous être le king, le boss de fin du barbecue. Et il y a un jury, parce que une telle chose existe dans le monde. Il y a des jurés de barbecue, il y a des gens qui sont hyper plus forts que les autres et hyper plus compétents à faire des barbecues. Mais c'est quoi? C'est des chefs C'est des gens qui ont gagné les championnats du monde de barbecue, parce que ça existe aussi, les championnats du monde de barbecue, c'est fou, quoi. Et donc les candidats ont des défis jour après jour. On leur dit par exemple, aujourd'hui on va cuisiner, je sais pas, des fruits de mer. Donc vous avez des poulpes, des poissons, des crabes, des trucs. Choisissez ce que vous voulez. Mais à la fin, il faut faire un plat qui est digne de ce nom. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de barbecue, il n'y a que du bois et des allumettes. Donc, creusez un trou dans le sol, débrouillez-vous et faites cuire les trucs comme ça. Donc, il y a des défis comme ça. Et évidemment, à chaque épisode, celui qui a le moins bien réussi le défi, il se fait dégager. Et celui qui a le mieux réussi le défi aura peut-être un avantage pour le défi suivant ou quelque chose comme ça. En tout cas, il gagne des points. Et puis, à la finale, tu sens qu'il y a vraiment les deux frères rivaux, parce qu'évidemment, ils sont tous copains à la fin. Je découvre que la télé-réalité fonctionne comme ça, si tu veux. Et vraiment, voir ces Américains constamment être obsédés par le fait de cuire des énormes morceaux de barbac, ça te fait prendre une distance avec leur notion de la gastronomie et la nôtre. Au fait, si j'ai tellement aimé cette télé-réalité, je crois, c'est bizarrement parce qu'elle m'a rappelé à quel point j'étais terriblement français. Ils sont là avec leurs chemises à carreaux et leurs chapeaux de texan à se prétendre tous être les rois de la barbac. Et toi, tu te dis, culinairement parlant, je suis sûr qu'ils font des trucs très compétents, mais culinairement parlant, c'est un peu des grands idiots, c'est des grands enfants, quoi. C'est des super Américains qui veulent faire cuire des vaches entières, quand toi, ta culture, c'est de faire une poule au pot ou de faire un bœuf bourguignon, ou tu vois, de faire des trucs vachement subtils. Eux, ils se disent, la viande, je veux manger de la viande. Alors, j'y ai pas jeté un œil, donc je vois de très loin à quoi ça peut ressembler, mais j'ai mon propre petit kink comme ça. Alors, c'est pas sur les plateformes, j'en profite juste pour le glisser. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des concours de bûcherons. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a une épreuve où ils doivent avoir des tronçonneuses pimpées. Genre customisées de manière à avoir un double pot d'échappement, et donc elle coupe X rondins à la minute, enfin voilà, et ça fait de la fumée partout, ça fait du bruit, il y a des grosses barbes et tout. Donc c'est un peu, tu vois, ce truc là. Oui, puis il y a quelque chose de l'ordre de l'absurde. Tu finis par prendre de la distance et te dire, dans ton cas, il coupe du bois. Pourquoi il coupe du bois? Ça n'a pas de sens. Là, c'est pareil, ils font cuire de la viande tout le temps. Et en plus, il y a un petit charme du Midwest. Ils ont tous des noms grotesques qui s'appellent Big Worm et tout ça. Enfin, et puis quand les jurés à la fin de la journée viennent voir leur plat, il y a quelque chose d'un peu Full Metal Jacket, tu vois. Ces jurés qui ont l'air sympas, d'un coup, ils deviennent un peu comme le sergent Hartman. Ils sont là, est-ce que t'as goûté ton plat avant de me le servir et tout? Est-ce que t'es sûr de ce que tu me sers? C'est tellement Amerloc que je me suis laissé tenter. Je trouve ça trop sympa, en fait. Ça s'appelle Barbecue Showdown, vous l'avez vu, et ça a séduit Gauthier cette année. Donc peut-être vous aussi, si vous en avez marre de la dinde de Noël, vous changez les idées. En février, un coup de cœur qui est plus de mon côté, je crois, sur Disney+, en 10 épisodes, la série Shogun, adaptation du roman de James Clavell, qui avait déjà eu une adaptation en série au début des années 80. Et donc là, c'est une nouvelle adaptation avec notamment Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis et Anna Sawai.
Sawai. Du coup, là, on est sur de l'historique japonais qui se veut très traditionnel dans l'approche, qui va dépeindre cette culture, d'après les yeux d'un protestant anglais qui se retrouve prisonnier donc de ce fameux shogun. Alors non, pas de ce fameux shogun, d'un seigneur, et qui va par la force des choses... Qui a échoué avec son navire, là. Ouais. Lui, il se retrouve là, donc prisonnier avec son équipage, sur les côtes du Japon, qui à cette époque-là ne sont connus, en Europe en tout cas, que des Portugais. Ouais, c'est ça. Et les Portugais qui sont catholiques. Donc il y a un jeu d'évangélisation par les protestants, par les catholiques, du protectionnisme culturel du côté des Japonais, mais en même temps, d'un côté la poudre, de l'autre côté les traditions du combat, le sens de l'honneur, il y a tout ça qui se mêle. Et par contre, c'est pas une série de samouraïs, c'est pas le dernier samouraï avec Tom Cruise. Non. On est vraiment dans des intrigues de palais, de couloirs. C'est House of the Dragon, sans dragon, mais dans le Japon médiéval. C'est tout à fait ça. Et tu disais que c'est un coup de cœur de ton côté. J'ai exprimé effectivement un petit peu plus de réserve, mais je dois reconnaître que, notamment dans la reconstitution de l'époque, je trouve qu'on n'a pas vu beaucoup mieux cette année. Hein. C'est une série qui a d'énormes moyens. Et il y a notamment un épisode où il y a un tremblement de terre. J'ai jamais vu un tremblement de terre aussi crédible, ni au cinéma, ni à la télévision avant. Bah, surtout sur des maisons en bois et en papier. Oui, voilà, et on se rend compte qu'eux, ils ont l'habitude de ça parce qu'ils construisent leur maison pour que ça se pète la gueule toutes les 2 secondes et que ce soit facile à refaire. Ce qui est fort dans la série et ce que je redoutais un petit peu, c'est que, évidemment, le personnage principal de cet Anglais qui échoue là est un blanc, et j'avais un peu peur que tout soit vu à travers le regard du blanc et que le White Savior. Oui, et que c'est un le côté sauveur blanc. Ouais, ça, que c'est un côté un peu whitewashing, c'est-à-dire que pour nous servir cette série et pour qu'elle nous intéresse nous en Europe, on est un peu obligé de s'identifier à un héros blanc et tout ça. Et en fait, ce héros blanc devient très vite très ambivalent et ça devient pas un héros, mais un des personnages principaux, un des 3 ou 4 personnages principaux de cette série. L'accent est très vite mis plutôt sur les personnages principaux japonais qui eux s'expriment tous en japonais. Ça, c'est assez courageux de proposer ça sur Disney+, c'est-à-dire des personnages majoritairement japonais qui parlent et qui échangent entre eux en japonais, et par la force des choses, ce jeune anglais doit se mettre au pas de ça, et on le voit au fil des épisodes apprendre un petit peu le japonais, apprendre à survivre. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est ça. J'avais peur. En plus, ce personnage, donc c'est un Anglais. Il est grand, il est musclé. C'est un peu Tom Hardy au pays du soleil levant, et il a une énorme voix. Donc c'est vraiment Monsieur Viril. Ouais. Et j'avais très peur de ce côté-là aussi, et qu'on en fasse un personnage un peu monobloc. Et au fur et à mesure, quand lui percute sur le fait que c'est peut-être pas eux les sauvages, mais c'est peut-être lui, parce que eux sont peut-être culturellement à un autre niveau d'esthétisme, qu'à un moment il y a un déclic, il y a un renversement. Et c'est là où je trouve la série prend son envol, mine de rien. Et du coup, la saison 1 va jusqu'au bout du livre, qui s'arrête juste avant la grande bataille qu'on attend de Sekigahara, qui est l'équivalent de Waterloo ou d'Austerlitz pour selon les camps dans lesquels on se place en Europe. C'est une bataille décisive pour la survie du Japon, et on s'arrête vraiment aux prémices de la bataille, et on la voit de manière subreptice. Voilà. Et bien finalement, ça a eu tellement de succès encore une fois qu'il y aura une saison 2. Alors voilà, le problème c'est que là on va dépasser le livre. D'accord. Et qu'on sera dans la création pure. Mais tu l'as très bien décrit, cette manière dans les premiers épisodes, comme le jeune naufragé, on suit le déroulé des événements à travers ses yeux. Il arrive là et il prend ces Japonais médiévaux pour des sauvages. D'ailleurs, on les voit faire bouillir vivant un des prisonniers et tout. Donc c'est vraiment la sauvagerie la plus totale. Et au fil des épisodes, on comprend que son regard s'affine et qu'il se dit « Ah, peut-être que je suis tombé dans une civilisation qui me dépasse un petit peu. Les codes de ma civilisation à moi ne sont pas là. » Mais eux, ils ont bâti déjà un truc de fou. Donc cette découverte du Japon, ce dépaysement et cette découverte du Japon médiéval, ça fait quand même une belle série, oui. À part quelques petits plans fond vert, mais la majorité est quand même plutôt... Oui, et un gros problème, c'est que les Japonais, ils parlent japonais, les Anglais, ils parlent anglais, les Portugais parlent anglais. Ouais, ils n'ont pas été jusqu'au bout du bout. Très bizarre, ça, quand même. Je te propose d'accélérer un petit peu, on n'est pas en avance et on a encore pas mal de choses à voir. Néanmoins, on ne pouvait pas passer à côté du premier film de Anna Kendrick qui s'appelle Une femme en jeu, c'est toujours sur Netflix, et c'est 1h38 pour avoir quoi, Gauthier ? Au final, l'histoire d'un serial killer ? Absolument, oui. Alors on peut passer vite dessus parce que c'est pas le meilleur film de l'année et c'est pas révolutionnaire non plus, mais c'est quand même le premier film d'une jeune actrice
qui s'attaque à un gros sujet, puisqu'il s'agit d'un serial killer de la fin des années 70. Rodney Alcala. Exactement, qui a participé à l'équivalent américain de tournée-ménage, c'est ça ? Tournée-manège. Tournée-ménage. Tournée-ménage, c'est les inconnus, c'est ça. Tournée-manège, pardon. Tournée-manège, donc cette émission faite pour que les couples se fassent. Et on découvre que ce candidat à cette émission télévisée est en fait un serial killer très important, puisque je crois qu'aujourd'hui on lui attribue quelques crimes, mais que potentiellement on peut lui attribuer quand même jusqu'à peut-être 130 meurtres ou quelque chose comme ça. Donc il n'y en a que une dizaine, je crois, dont on est sûr, mais qu'on le soupçonne de plein d'autres. Elle réussit en 1h34 un film avec des moments de suspense très forts. Très très fort. Donc cette jeune actrice passe pour la première fois derrière la caméra, peut-être pas de manière totalement sensationnelle et renversante, mais avec beaucoup de savoir-faire, aussi bien dans la reconstitution que dans le timing du thriller. C'est très pertinent et on perd pas du tout son temps devant ce film-là. Ouais. Non, ça fait partie vraiment des recommandations qu'on peut vous faire. Et comme ils ont aussi fait l'année, j'avais aussi envie qu'on voit, alors de manière un petit peu plus rapide, hein, c'est un peu notre en vrac, mais voilà, il y a eu des films de plateforme, on vous le rappelle. Oui, on va vous citer tous les grands temps forts de l'année. Alors voilà, tu m'arrêtes quand tu veux rebondir. Il y a eu Axel F, la suite du flic de Beverly Hills 30 ou 40 ans après. Oui, que j'en attendais énormément. Et puis finalement, c'est une suite légitime puisque tout le monde revient. Les héros principaux, les 6 personnages principaux, on va dire, sont toujours là. L'un d'entre eux est mort depuis d'ailleurs, donc c'était vraiment le dernier moment pour le faire. C'est très sympa de les avoir réunis. Je suis très content qu'on ait un 4e flic de Beverly Hills. Il avait un peu moins de saveur que les autres, voilà. Il y a aussi, alors ça c'est sur Netflix, il y avait aussi Blitz de Steve McQueen, un film sur Apple TV+, cette fois. Alors Blitz, c'est un drame historique hein, sur la guerre de 40, avec un petit garçon qui est séparé de sa maman, qui va se réfugier à la campagne, et qui du coup veut revenir en ville pour essayer de la retrouver. C'est Saoirse Ronan qui joue la maman. Ouais, et qui est très attendu, je crois, pour les récompenses du début de l'année prochaine, Golden Globes, Oscar et tout ça. On a eu sur Prime la saison 3 de The Boys, cette parodie de super-héros et de l'impérialisme américain outrancier à travers les médias, etc. Donc on reconnaît le côté poil à gratter de son créateur Eric Kripke, qui avait déjà eu ce genre de discours dans Supernatural, mais là il le fait avec beaucoup plus de moyens. D'ailleurs, il y a plein d'acteurs fétiches de Kripke qui reviennent. Voilà, on est sur la saison 3, il y aura une saison 4 et je crois que ça s'arrête là. Tant mieux, parce que autant le principe, moi, de base, je l'ai trouvé pertinent, autant je trouve qu'on tourne peut-être un petit peu en rond. Et cette saison 3 a quelques limites de mon point de vue. On avait True Detective qui était revenu pour une saison 4 avec Jodie Foster. Ça se passait dans le Grand Nord. En Alaska, ouais. En Alaska. C'était pas le savoir-faire de Nick Pizzolatto. C'est pas une mauvaise saison de True Detective. Je trouve juste que le grand défaut de True Detective, c'est d'avoir mis la barre beaucoup trop haut avec sa saison 1 et d'essayer de retrouver cette vista incroyable de la saison 1. C'est très difficile. Bon, là, on a Jodie Foster qui est très compétente et qui se donne le mal d'être extrêmement crédible dans le rôle. Puis il y a beaucoup de fantastique avec les natifs américains qui étaient en Alaska et tout ça. Une proposition un petit peu complexe, ouais. Mais bon, pas une mauvaise saison de True Detective quand même. Cette année encore, on a eu le choc des séries de fantasy avec d'un côté chez Max House of the Dragon pour une saison 2 et sur Prime Ring of Power, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, saison 2 aussi. Alors, on va pas tergiverser parce que évidemment tous les amateurs se sont jetés dessus. House of the Dragon patine un petit peu. Ring of Power, c'est un poil mieux, mais j'ai l'impression que c'est un poil mieux pour les connaisseurs parce que toi tu es une encyclopédie sur Tolkien. J'ai l'impression que c'est un poil mieux quand on s'y connaît bien et un poil plus difficile quand justement on connaît que en surface. Voilà.
Dans les adaptations, on a eu sur Netflix Le Problème à trois corps. Donc, je rappelle, c'était le nouveau projet de David Benioff et de D.B. Weiss, qui étaient les showrunners de Game of Thrones il y a une dizaine d'années. Et c'est tiré d'un succès chinois, un roman qui s'appelle Le Problème à trois corps, qui s'appelle Liu Cixin. C'est une série ambitieuse qui commence comme une série d'anticipation et qui se termine à la dune des dizaines d'années, de milliers d'années plus tard dans l'espace. Donc là, on a eu une première saison. J'ai l'impression qu'on est un petit peu passé à côté tout le monde, que ça fait un peu un pétard mouillé. Ah bah moi, je suis littéralement passé à côté, je ne m'y suis pas mis. Sur Paramount+, on poursuit les aventures en France de Daryl Dixon, incarné par Norman Reedus. Donc c'est le spin-off du spin-off du spin-off. C'est Walking Dead, ça continue, ça ne s'arrête pas de mourir, mais comme des zombies, lentement, en avançant. Voilà, le côté français n'aura peut-être pas suffi, malgré le retour de Melissa McBride, alias Carol. Voilà, je pense, on peut passer dessus. Peut-être toujours sur Paramount, par contre, faire un mot sur le Sheridanverse, tous les univers liés à Taylor Sheridan. Bah, il y a beaucoup de choses parce que il est derrière. Il me semble qu'il est derrière Yellowstone. Yellowstone, mais aussi Landman. Qui a des spin-offs maintenant. 1923, 1883. C'est ça. Et puis c'est lui aussi qui chapeaute Tulsa King. On en a parlé dans une précédente émission. Taylor Sheridan a plein de séries sur les plateformes et qui sont des séries plutôt valables. Donc là, cette année, il était de retour en force. Et voilà, il y a tellement de choses cette année, on peut pas s'arrêter à tout. Il y a eu la saison 3 de The Bear, il y a eu Nobody Wants This, qui a cartonné sur Netflix, il y a eu The Man in the Inside avec Ted Danson, qui joue les détectives privés dans une maison de retraite, et c'est ultra touchant de voir qu'enfin on prend en considération les affections que peuvent subir certaines personnes à partir d'un certain âge. On a eu les frères Menendez. Ouais, que j'ai absolument adoré. J'aimerais bien faire une recommandation dans un prochain épisode sur la série anthologique Monster. On a eu aussi Outreau, un cauchemar français. Comme quoi l'horreur, elle est aussi sur notre territoire. 2024, ça a été aussi Mon Petit Rennes. Oui, Mon Petit Rennes qui a fait très très fort, qui remportera à mon avis de très nombreux prix consacrés aux séries. C'est une série événement absolument sensationnelle. C'est une explosion d'émotions. Évidemment, si on avait commencé le podcast plus tôt, on en aurait parlé, bien sûr, mais c'était vraiment un des très gros événements de cette année. C'est une série dont je pourrais dire, regardez-la de toute façon pour vous faire une opinion dessus, c'est important. Il y a eu Mr. and Mrs. Smith sur Prime Video avec Daniel Glover. Oui, qui était une bonne surprise, ça aussi. Oui. On a eu le remake de Roadhouse. Ah, que j'avais adoré, un super plaisir coupable, ça. Donc c'est sur Prime Video, ces deux productions. On a eu sur Netflix Sous la Seine, donc des requins dans la Seine avec Bérénice Bejo. Oui, un nanar requin qui m'a été sympathique, moi. C'est loin d'être le pire. Voilà. Et il y aura un 2. Et il y aura un 2, oui, j'ai su. Et vu la fin... Bah oui, ça amène. Du côté de Star Wars, on a eu The Acolyte qui a essayé des choses, mais qui s'est pris les pieds dans le tapis, donc qui a été annulé suite aux critiques. On a eu aussi Skeleton Crew qui est en cours de diffusion sur toujours série Star Wars, avec notamment Jude Law, donc c'est Star Wars au pays des Goonies. Oui, c'est Star Wars pour les enfants. Du côté Marvel, on a eu, on l'a dit très rapidement, What If, mais en début d'année, on avait eu Echo. Oui. Avec Alakwa Cox, Vincent D'Onofrio. On avait eu ça, effectivement, sur une super-héroïne muette. Et on a eu aussi Agatha All Along sur encore des sorcières. L'antagoniste de Wanda. L'antagoniste de Wanda dans WandaVision, c'est ça, qui part à la recherche de son coven, de son couvent de sorcières. C'est ça, voilà. Couvent, oui, on peut le dire comme ça. En France, il y a eu des choses. On ne parlera pas ici de Cat Size, puisque c'est diffusé en télévision. Oui. Par contre, on peut parler de Zorro. Et alors, il va être diffusé à la télé dans quelques temps, mais pour l'instant, on a eu l'exclusivité. Oui, sur Paramount+, oui. Zorro avec Jean Dujardin et Audrey Dana, notamment. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Je pense que ça a été très, très largement critiqué. Moi, j'ai trouvé ça très sympathique. Alors, on n'est pas du tout à la hauteur du prestige de la reconstitution et de la mise en scène des deux premiers OSS 117. C'est pas possible. Mais on a vraiment très bien retrouvé l'esprit de Zorro et surtout cette espèce de running gag débile de dès qu'il a un masque et un chapeau, plus personne ne le reconnaît, alors que c'est évidemment Don Diego de la Vega, quoi. C'est comme Superman qui enlève ses lunettes. Oui, c'est ça, c'est pareil. Donc ça m'a beaucoup amusé, moi, Zorro.
On a eu aussi Fiasco dans les productions françaises avec sympa. avec Igor Gottsman et avec un casting vraiment XXL, hein, Pierre Ninet, François Civil, Vincent Cassel, Géraldine Nakache, Marie-Christine Barrault, enfin voilà. Ouais. Et une série humoristique à réserver à ceux qui ne sont pas allergiques au cringe. Ce qu'on appelle le cringe, c'est ce moment de malaise. Oui, c'est ça. Ce que ça propose en gros, c'est la nuit américaine, c'est-à-dire on filme un film qui est en train de se tourner, on est dans les coulisses, mais c'est la nuit américaine complètement où tout le monde serait stupide et débile et ferait toutes les erreurs du monde et c'est un fiasco. Donc. On a fait quelques sélections sport. Tu voulais nous parler de La Cage, notamment, de Franck Gastambide et Sylvain Caron. Oui, alors c'est pas un programme sportif, mais c'est une série, il me semble que c'est 4 épisodes qui se passent dans le milieu du MMA. Sur le papier, ça ne m'intéresse absolument pas, mais je me suis laissé tenter, et au fait, ce qu'il en ressort de ces 4 épisodes, c'est une sorte de Rocky à la française dans le milieu du MMA, et en fait, c'est assez inspirant et chouette. Voilà. On a aussi, là pour le coup, on est sur une véritable incursion dans les coulisses du sport. On a fait une sélection de 2 sports. Toi, tu voulais nous parler de Tour de France saison 2 ? Oui, une série documentaire sur le Tour de France, au cœur du peloton, je crois que ça s'appelle. Donc on a eu la première saison l'année dernière, on a eu la deuxième saison cette année. Le programme, c'est toujours de rattraper la précédente édition du Tour de France. Donc là, la série de 2024, la deuxième saison, parle du Tour de France 2023. Et en gros, c'est parfait pour moi parce que c'est pour expliquer les enjeux sportifs, les enjeux dramatiques sportifs à des gens qui ne peuvent pas... Alors, moi, je préfère crever que de regarder les étapes du Tour de France, quoi. Je peux pas être pendant 4 heures derrière ma télé à regarder les gens pédaler, je m'en fous complètement. Mais donc, c'est justement ça. Ces saisons, en 8 épisodes, il me semble, arrivent à vous expliquer ce qu'il faut regarder, dans quelle direction il faut regarder, qui est contre qui, quels sont les enjeux dramatiques du Tour de France et qu'est-ce que regardent les gens qui arrivent à s'infliger ces heures de sport. Moi, de mon côté, je voulais vous parler des documentaires 6 Nations au contact. Au contact. Très bien avec l'accent. C'est comme ça qu'on dit dans le monde de l'Ovalie. Hein. Et du coup, non, au-delà de la blague, c'est vraiment on voit les coulisses, les méthodologies d'entraînement, les philosophies d'équipe. Donc des 6 équipes qui font les 6 nations. À chaque fois, pareil, on a un an de décalage. Donc là, il y a la nouvelle saison qui arrive en janvier. La première qui était sortie était en janvier dernier. Et là, la diffusion va coïncider avec le nouveau tournoi. Donc on le rappelle pour les Français avec le retour de Thomas Dupont, etc., etc. Donc voilà, c'est pour les fans du rugby, c'est un vrai truc. Ça tombe bien que ce soit le mec du Sud-Ouest qui nous en parle. On voulait aussi parler business très rapidement avec, on rappelle, l'arrivée de Max en France, puisqu'avant l'offre était fondue dans une offre un peu étrange au cœur du catalogue Prime. Oui, c'est ça, ouais. Et donc Max, maintenant HBO Max pour les anciens. est arrivé fin juin, début juillet, je crois. Ouais, courant juin, on a voilà, cette nouvelle plateforme qui vient avec tout son catalogue. Alors c'est Warner qui est derrière. Hein, c'est ça. C'est là que vous aurez notamment la série Harry Potter dans quelques années, du remake et tout ça. Et tout le catalogue, comme son nom l'indique, HBO Max. On a eu ces tentatives de Netflix de s'imposer différemment. On les a vus essayer d'avoir le film familial d'animation de Noël à la place de Disney. On les a vus aller sur les plates-bandes de Maria Carey avec j'ai oublié son nom. Sabrina Carpenter, tout à fait. Voilà donc Netflix qui tente des choses aussi avec Mike Tyson, le combat avec de boxe. Tyson, avec des rendez-vous live, avec ce genre de choses. Donc Netflix qui essaie d'être toujours leader et de tenter des choses en allant grappiller sur des plates-bandes autres. La première plateforme qui cherche déjà à se réinventer. Tu voulais aussi qu'on ait un mot sur Canal, parce que Canal+, il y a quand même des choses qui changent. Oui, puis Canal est en train de se retirer de la TNT, après quelques contrariétés, notamment liées à C8 et à Cyril Hanouna, et au fait que la chaîne ait été déprogrammée du bouquet de TNT. Canal a décidé de retirer toutes ses chaînes de la TNT, à l'exception de je ne sais plus quoi. Mais du coup, ça reste sur les bouquets, si vous avez un abonnement à l'exception Orange. de CNews, je crois.
Mais ça reste, il me semble, sur les bouquets, notamment sur les box, quoi. C'est quand même un move qui fait que Canal va devenir un tout petit peu plus ressemblant à une plateforme. On verra si elle va au bout de ce move-là. Moi, je trouve quand même que la télévision reste très fortement dans l'ADN de Canal. Donc, est-ce qu'on peut croire en cette idée que Canal Plus devienne la première uniquement plateforme française, se destine à devenir ça, donc plus du tout en linéaire, mais uniquement MyCanal, quoi. Je sais pas. En tout cas, ça serait une grosse première plateforme européenne, quoi. Et pour nous, ça nous permettrait d'intégrer les productions originales de Canal+, qu'on aime beaucoup en plus, dans notre éventail de possibilités et de discussions. C'est là-dessus qu'on va achever notre sélection. N'hésitez pas à laisser vos coups de cœur de l'année en commentaire pour tous les autres habitués de Originals. On passe tout de suite à l'agenda. J'ai 2 minutes pour vous convaincre. Et l'agenda de ces 2 prochaines semaines, il va aller très rapidement puisqu'il commence le 26 décembre sur Netflix avec Squid Game saison 2. Pourquoi évidemment, je ne vais pas aller plus loin. Squid Game saison 2, phénomène total de Netflix. Saison 3 confirmée, ce sera la dernière. Et là, donc, le personnage principal de 456 qui avait bien décidé à finir avec cette organisation et tout ça et qui va replonger dans le jeu de son plein gré pour pouvoir le saboter de l'intérieur. On va en reparler de toute façon, j'imagine. Ce sera a priori notre premier sujet de 2025. Il y a 2 films sur Avicii qui sortent le 31 décembre. Avicii, vous savez, c'est ce DJ qui a mis fin à ses jours. Donc il y a tout un film sur justement qui revient sur son parcours et aussi sur les problèmes des maladies mentales en filigrane. Donc voilà, ça peut faire partie des moments un peu touchants, mais en même temps, parce qu'il y a une musique très positive pour les fêtes. On a, après Shogun, une série historique du même genre qui se passe dans la Corée du Sud ancienne, avec la seule reine qui a été 2 fois au pouvoir. Ça s'appelle Queen Wu et c'est sur Paramount Plus à partir du 23 décembre. Et il y a 16 épisodes. Ah oui. Très grosse production du côté de Paramount Plus. Sur Netflix, on a Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, qui fera vraisemblablement aussi partie de notre ligne éditoriale de début janvier. Oui. C'est sûr. Et voilà, 2025, on le rappelle, ce sera d'énormes sorties très attendues de Severance à White Lotus, la série Alien, il y a un nouveau spin-off de Game of Thrones, il y a du Blade Runner 2099 avec Michel Yeo et Hunter Schafer, il y a Daredevil qui revient, il y a Astérix et Obélix par Alain Chabat, il y a Last of Us qui revient, il y a... tellement Andor, Reacher, Invincible, The Witcher, Stranger Things, mercredi, ça n'arrête pas. Très grosse année. On sera là pour en parler. Et on sera là pour en parler. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Original saison 1, épisode 8. On vous remercie toutes et tous de nous suivre dans cette aventure. Vraiment merci à vous derrière votre écran ou vos écouteurs. N'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, d'en parler autour de vous si vous aimez l'émission. Et faites-nous des retours, bien sûr. On se retrouve le 10 janvier pour une nouvelle émission dédiée à la saison 2 de Squid Game. Donc. Et encore un grand big up à Andou, à la production. Merci Andou. Bye bye.